Je vous propose une petite question. Est-ce que vous avez déjà vécu un problème résolu et qui revient encore des semaines plus tard? Donc oui, pas vraiment ou non? Vous pouvez tout ça répondre dans le chat. Allez, je vous regarde. Ah oui, bah oui, bien évidemment. Je crois on le vit tous, ça. Donc on voit que la grande majorité des cas, c'est du oui, à la très grande majorité. Donc c'est parfait, donc vous êtes exactement là au bon endroit. C'est génial. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, j'aimerais présenter un petit peu JobWatch. Donc chez JobWatch, on accompagne les talents de l'horlogerie et de la microtechnique dans leur parcours professionnel depuis déjà presque 20 ans. Donc ça fait déjà un moment. Et concrètement, alors la plateforme permet de consulter des offres d'emploi, d'y postuler, et cetera. Donc vraiment piloter votre évolution professionnelle dans cet environnement qui est vraiment dédié aux métiers du secteur. Donc, comme vous pouvez le voir, aujourd'hui, on a plus de 70% des employés du monde de l'horlogerie qui sont inscrits sur la plateforme. Et actuellement, on a 226 offres d'emploi dans tout secteur confondu, dans l'horlogerie, la microtechnique, des grandes entreprises, des grandes maisons horlogères également. JobWatch, c'est pas que ça. On est très, très actif sur les réseaux sociaux. On diffuse beaucoup d'actualités du secteur. On participe également à beaucoup d'événements tels que les PAJ, Watches and Wonders. On les couvre avec de l'actualité. On a une chaîne YouTube avec des vidéos également, des interviews dans les grandes maisons horlogères. Vous pourrez aller voir toutes ces vidéos sur notre chaîne YouTube ou depuis notre site internet. Et on fait aussi également presque tous les mois des webinaires comme celui-ci. Donc on a vraiment une communauté ultra active dans le secteur. Et ça, c'est vraiment génial pour réseauter, voilà, pour se connecter entre nous. Et puis, depuis maintenant plusieurs années, on développe une plateforme avec des formations. Donc, c'est vraiment un complément pour votre carrière. C'est du contenu des formations de management, des formations pointues. Il y a aussi des coachings, donc adaptés dans tous ces métiers microtechniques, horlogerie aussi. Des formations reconnues, évidemment. Et puis, vous pourrez aussi retrouver les formations d'ARIAC, bien évidemment. Donc, je vous invite vraiment à faire le tour de ces formations. C'est très, très intéressant à voir. Donc, sans autre, mon collègue Miguel pourra mettre le lien vers les formations qu'on a sur JobWatch et aussi les formations directement de chez ARIAC. Juste avant de commencer, un petit mot. Donc, vous allez pouvoir poser toutes vos questions dans le chat durant le webinaire. On prendra les questions à la fin avec Hervé. Donc, vous pourrez sans autre poser tout. Et ce live est donc enregistré et la semaine prochaine, il sera posé sur notre chaîne YouTube. Vous pourrez le voir, le revoir. Vous recevrez tous par email également une notification quand tout ça sera prêt. Mais trêve de plaisanterie, j'ai envie de dire. Je ne vais pas vous prendre plus de temps. Je vais directement laisser la parole à Hervé Pochard, qui est consultant et formateur en excellence opérationnelle pour ARIAC. Et je te laisse la parole, Hervé. Ouais, j'attends que ça arrive à l'écran. Est-ce que c'est bon pour l'écran? Tout va bien? Alors, pour moi, c'est tout bon. Voilà, enchanté à tous. Donc, moi, je m'appelle Hervé Pochard. Je travaille à l'ARIAC depuis 3 ans et demi. Ça fait 15 ans que je suis dans le conseil aux entreprises. Et donc, par rapport à la thématique qu'on va évoquer aujourd'hui, j'en ai vu des problèmes parfois qui étaient pas résolus. On les résolvait mal, on vivait avec pendant longtemps, puis finalement, des fois, on oubliait même que c'était un problème et c'était devenu une habitude, normale. Et donc, je suis intervenu aussi bien avec des outils comme du Six Sigma, comme du QRQC, comme du 8D ou d'autres outils,
pour essayer de les résoudre et puis petit à petit, ben, des fois, on a l'impression d'être perdu dans tous ces outils et on souhaite, y voir un petit peu plus clair. Donc ça va être l'objet un petit peu de la thématique, d'aujourd'hui. Alors, généralement, on a des problèmes, qui persistent et qui impactent, l'humain. Hem, Globalement, pourquoi les problèmes persistent? Bah, des causes racines, en fait, qui sont pas forcément, bien identifiées ou bien éliminées. Donc je vous voyez sur ce slide, je vous ai mis un petit peu les différentes thématiques, les petits boulettes. Alors les petits boulettes sont pas forcément dans un ordre d'importance, hein, c'est juste une liste un petit peu de constats, pourquoi on a des problèmes persistants. On peut avoir aussi, des actions correctives qui sont, trop faibles. Bah, comme on a mal, défini notre sujet, derrière on n'a pas posé les actions correctives qui vont bien, donc on n'élimine pas le problème et puis il a tendance à revenir. Alors après, on peut avoir aussi des problèmes de rigueur, des consignes qui ne sont pas respectées. Et puis on va voir des gens qui font des analyses de causes, comme vous voyez dessous en mettant, cause, sensibilisation des équipes. Peut-être aussi on n'est pas allé assez rigoureusement sur des actions correctives parce que trouver des solutions à chaque fois quand on a un problème pour dire: «Faut sensibiliser les gens et leur répéter qu'il faut faire attention». Au bout d'un moment, on peut avoir une liste, une checklist de sensibilisation qui peut devenir, très, très longue à faire respecter. Et donc ce qu'on voit dessous, c'est plutôt des actions robustes à privilégier. On va essayer de se poser la question, pourquoi la personne n'a pas pourquoi la personne a commis l'erreur? Qu'est-ce qui empêche, par exemple, la personne de faire une erreur? On Si je vous cite des exemples, on voit ça, par exemple, dans la sécurité routière. Ou au lieu d'essayer de comprendre, pourquoi la personne est fatiguée quand elle a un accident, on va essayer de trouver des solutions sur pourquoi la personne ne se rend pas compte qu'elle est fatiguée. Alors on voit par exemple des capteurs dans les voitures qui détectent la somnolence. On va voir des panneaux sur les autoroutes qui suggèrent aux gens de façon humoristique ou un peu heu de leur dire: «Faites une pause, toutes les 2 heures», d'accord? On peut voir aussi des capteurs, près du volant qui vont vous dire, en rouge: «Attention, ça fait plus de 2 heures que vous, conduisez». Donc c'est toutes les alertes qu'on peut donner au conducteur pour dire: «Je pense que tu es fatigué, je te suggère de t'arrêter». Plutôt que de dire pourquoi il est fatigué. Et voilà, et donc il y a toute une qualité de questionnement et d'analyse de cause à faire et là, par exemple, la sécurité routière, c'est un travail sur 40 ou 50 ans. Et ben, on peut faire un parallèle avec ces sujets-là aussi, dans l'industrie. Ensuite, on a d'autres sujets, on a eu cette volonté-là, on a mis des standards ou ce qu'on appelle aussi des fois, si on traduit mot à mot en français, des instructions. On a mis des instructions, mais elles sont pas assez claires. Elles laissent aux gens encore l'opportunité d'interpréter, de se tromper. On va le voir par exemple sur, un contrôleur qualité en horlogerie qui a appliqué un standard pour déclarer une pièce, bonne, alors qu'en fait, il a mal interprété les règles du standard et le client l'a vue mauvaise. Voilà, donc des problèmes d'interprétation de standards. Alors aussi pourquoi? Parce que les standards sont pas construits avec des opérateurs, des opératrices ou validés par ces derniers, ou ils sont pas expliqués, ou les gens ne sont pas formés autour de ça. Des retours d'expérience insuffisants. Je prends l'exemple, on a des retours, d'après-vente, on peut avoir des montres, des mouvements qui reviennent non conformes et on a fait une bonne analyse de cause, on a mis à jour des standards, mais on n'a pas forcément renvoyé cette analyse-là au R&D qui va intégrer ces problèmes dans les futurs développements. Donc on met pas à jour, par exemple, les AMDEC, qui sont les analyses de mode de défaillance de leurs effets criticité. On met pas à jour des plans de contrôle, on met pas à jour des pratiques de conception. On a des spécifications, des critères qualité qu'on va pas remettre à jour non plus pour les futurs développements. Autre chose, si on poursuit, des interfaces entre les services qui sont fragiles. C'est-à-dire souvent, le problème, il est multicausal. Ou alors on peut avoir des problèmes très simples, mais la cause, c'est une seule cause. Exemple, un opérateur, qui a pas utilisé le bon outil, on l'a vu tout de suite. On va pas se lancer dans des analyses de causes très complexes. Par contre, souvent, on peut avoir des sujets qui sont multicausales et qui impliquent plusieurs services. Et donc si on n'a pas,
un rituel qui organise des échanges entre ces services, ils peuvent aussi se renvoyer la responsabilité entre eux ou être frustrés parce qu'on ne traite pas le problème assez vite parce qu'on est mal coordonné aussi. On peut avoir aussi des indicateurs, qui sont loin du terrain, c'est-à-dire un indicateur, trop macroscopique qui ne permet pas de descendre, dans un niveau plus bas. Je prends l'exemple, quand on parle de TRS, pour ceux qui connaissent tout ce qui est taux de rendement synthétique, dans cette partie-là, vous avez le taux de marge des machines. Donc ça veut dire c'est le pourcentage de temps où la machine a marché sur le temps d'ouverture. Mais si on a juste ce chiffre-là, mais qu'on n'a pas capté, les causes d'arrêt machine de façon très précise, bon, on n'aura pas les causes de premier niveau, on ne saura pas sur quoi agir. Ensuite, le septième point, c'est on utilise, des QRQC et des 8D, mais on ne va pas jusqu'au bout. C'est-à-dire, moi, je vois des gens où j'ai vu des sociétés où ils privilégient la forme. Est-ce qu'on a un beau tableau de pilotage de performance? Est-ce qu'on a les bonnes couleurs sur les tableaux? Mais le contenu, en fait, la qualité d'analyse de cause ou la qualité des sécurisations ou la qualité des règles de réaction qu'on a définies pour réagir vite et de façon systématique sont pas au rendez-vous. Et donc, en fait, on tue les méthodes parce qu'on a fait que de la forme avec. Et c'est pour ça que c'est pas du marketing à un moment, il faut que ce soit visuellement attractif pour que les gens aient envie de le lire, mais il faut aussi que ce soit avec un contenu qui soit de haut niveau, de précision et rigoureux. Et puis après, ben, dès qu'on va faire des analyses de cause et qu'on va, structurer les choses, eh ben, il va falloir mettre à jour des documents et comparer le avant-après et suivre. Et plus on s'améliore, plus on fait de l'amélioration continue, ben, plus on a de choses à surveiller. Donc, faut pas non plus mettre des solutions en place qui sont trop chronophages. C'est-à-dire que si on met une solution en place et ensuite la contrôler est très long, et ben, on la contrôle plus et ça redérive. Alors, on verra que chaque fois qu'on va faire un 8D, qu'on fera une analyse de cause, qu'on va trouver un nouveau facteur à mettre sous contrôle, il faudra l'injecter dans le QRQC, qui est un outil plus court terme, et dans les standards, mais que ce ne soit pas chronophage à suivre. Voilà l'enjeu aussi de quand on met des solutions en place. Donc ça, j'ai un peu balayé les 8 thématiques qui peuvent expliquer, pourquoi des problèmes persistent. Alors les impacts, sur la performance et les équipes, bah, c'est une surcharge de travail, c'est plus de contrôle et de surveillance. Pourquoi? Parce que les acteurs, doutent de l'outil industriel, doutent du produit, doutent de la qualité, doutent des fois de la prestation des fournisseurs. On refait plusieurs fois, les mêmes choses. Du coup, on a aussi la surveillance d'une machine qui repose, sur l'humain, sur la concentration des personnes. Les différentes personnes vont avoir leur petit grimoire personnel comme le petit sorcier et se lister un petit peu, bah, toutes les petites astuces qu'ils ont pour surveiller eux-mêmes et personnellement la machine. Et puis si un jour ils sont fatigués, eh ben, on a une erreur qui apparaît. Et donc ça crée des charges mentales plus élevées, ça crée une fatigue et ça demande aussi une concentration excessive. Et dès qu'aussi vous avez quelqu'un qui quitte son poste, qui est muté sur une autre unité, qui part en retraite, et beh, toute cette transmission-là ne se fait pas de façon, rapide et systématique et dans la sérénité. Le deuxième aspect qui va un peu plus loin, qui découle aussi du premier, c'est une perte de motivation, perte de sens, d'utilité. Parce que quand vous vivez avec un problème depuis 15 ans, bah, au bout d'un moment, vous vous dites: «Mais moi je comprends pas pourquoi je recontrôle ces pièces alors qu'en fait, elles devraient être bonnes, mais comme on n'est pas allé au bout du sujet, ben, je continue à les contrôler». Un sentiment d'impuissance aussi, l'humain n'est pas fait pour, vivre avec les problèmes et accepter, les échecs et les problèmes, en permanence. Ça crée aussi du désengagement par manque de perspective d'évolution, parce qu'on est naturellement, si on n'a pas l'humain est fait de façon à ce que dans sa vie, les choses doivent avancer, évoluer. Et si ça fait 15 ans que vous vivez avec les mêmes problèmes, ben ça va, c'est contre nature en fait. On n'est pas fait pour vivre comme ça. Et puis à force, ben, les gens voient tous que les problèmes bougent pas, n'avancent pas. Et il faut qu'à titre individuel, on lutte face à une résignation collective et pas tomber dedans. Et un jour ou l'autre, on finit par tomber dedans parce qu'on est usé par baigner toujours dans des problèmes qui sont récurrents. Le troisième point, s'il n'y a pas de structuration sur la façon de gérer les problèmes, ben, il y a un stress, une tension entre équipes qui se crée parce qu'un problème persistant finit par créer des conflits.
Pourquoi? Parce qu'on va avoir des gens qui vont chercher des responsables, on va s'accuser mutuellement et vous avez une direction qui devient impatiente et qui finit par demander en urgence, la mise en place de solutions sans connaître les causes. Parce que vous avez peut-être un conseil d'administration ou un client qui dit: «Maintenant écoutez, ça fait 1 an qu'il y a le problème, mettez vite quelque chose en place». Et donc on est dans la réaction épidermique parce qu'avant on s'est pas structuré pour pas tomber dans ce sentiment d'urgence. On peut aussi avoir une perte de confiance dans le management parce qu'on a plein de sujets qui remontent d'un peu partout. On nous dit du coup: «Ce sujet-là, il faut commencer à le traiter. Ah non, finalement arrêtez, plutôt traiter celui-là». On a des changements de priorité. On peut avoir des décisions qui sont non suivies parce qu'on n'a pas structuré le suivi des actions dans le cadre des 8D ou des QRQC. On a aussi des responsables, qui sont loin du terrain. Donc ça, c'est notamment un des outils qu'on verra plus tard, c'est l'animation de performance qui permet d'être la courroie de distribution entre le terrain, les managers de proximité, le management intermédiaire et la direction, pour éviter justement qu'on ait ce sentiment-là. On a aussi la culture du bricolage. J'adore faire du bricolage chez moi, hein, collectivement, quand on dit bricolage, quand vous le faites chez vous, vous dites: «Il faut que ça tienne 5 ans», donc c'est un bricolage noble. Là, dans l'industrie, quand on parle de bricolage, c'est à court terme, comment je me mets en mode pompier pour sauver les meubles et éteindre l'incendie, mais peut-être qu'il reprendra plus tard, mais au moins je l'ai éteint, il y a plus de fumée, quoi, mais il y a encore des flammes qui couvent. Donc si on a des problèmes qualité, on va se garder des stocks cachés qu'on va pas déclarer au cas où il y a un problème pour continuer à pouvoir monter. Mon collègue, il contrôle, mais je fais pas confiance dans le contrôle qu'ils font, donc je fais un double contrôle. On va pas faire confiance au système informatique ou pas faire confiance au système, aux machines et donc on va demander des validations informelles. On va pas faire confiance à une ERP, on va faire des fichiers Excel en parallèle. Voilà, donc quand on n'a pas plus confiance dans un process et dans un système et dans sa capacité à dériver, enfin à détecter des dérives, ben, on commence à individuellement trouver des petites solutions pour dire: «Au cas où j'ai un problème, moi au moins j'ai prévu quelque chose» et du coup, ça fait aussi une surcharge de travail pour les gens. Alors l'idée c'est quoi? Ben c'est de systématiser la résolution de problèmes. Ça veut dire systématiser le raisonnement, pas systématiser les solutions. Donc une cause racine claire, alors je ne l'ai pas mis en amont, mais ça veut dire une définition du problème qui soit précise et rigoureuse, en allant sur le terrain. Alors aller sur le terrain, c'est je discute avec les gens qui ont provoqué, qui ont subi le problème, sans chercher les coupables. Ils vont m'indiquer où est-ce qu'il faut aller observer, quelle zone, quelle machine, c'était quand, c'était la nuit, c'était où. Et puis ensuite, ils vont peut-être aussi m'indiquer, voilà les documents à disposition. Ça peut être des enregistrements sur une ERP, ça peut être des pièces. Donc on a gardé, par exemple, on aura toujours ce réflexe de garder les pièces mauvaises pour les comparer à des pièces bonnes, pour raisonner par écart et bien définir la non-conformité. Est-ce que, par exemple, le problème de planéité sur ma pièce, il est toujours au même endroit ou la zone de défaut de non-conformité de planéité, elle est hétérogène? Ben ça, pour le voir, il faut comparer des pièces mauvaises avec des pièces bonnes. Donc si j'ai les bonnes causes racines, ensuite, j'aurai des actions robustes. Après, il faudra mettre en place des standards, il faudra mettre à jour les standards parce que si j'ai mis des solutions qui sont robustes, mais si j'ai pas remis à jour le référentiel de travail, ben, les gens vont travailler avec l'ancien référentiel de travail. Et souvent, émotionnellement, on s'arrête à: «J'ai mis en place des solutions robustes sur le terrain», mais en fait, mettre à jour les standards, bon, c'est moins passionnant à faire. C'est moins passionnant, mais il faut le faire. C'est la phase de contrôle, comme on peut entendre parfois, c'est-à-dire improve, j'ai mis en place mes solutions et contrôle, je vais m'assurer que le référentiel documentaire a intégré ces modifications et j'ai formé les gens et informé sur les mises à jour de pratiques de travail. Il faut aussi des responsabilités définies, c'est-à-dire que si on dit on ne sait pas qui va mettre à jour les standards, eh ben, ils ne sont pas mis en place. Ça paraît du bon sens, mais il faut prévoir qui va s'occuper de ça, qui a la charge de travail de mettre à jour des standards régulièrement. Il y a aussi la notion de vérification de terrain, c'est-à-dire d'aller faire de l'audit sur le terrain pour voir si les standards sont appliqués. Et puis, il y a par exemple aussi, suite à des défauts rencontrés chez des clients, ben, comment on structure le retour d'expérience pour alimenter des services R&D, pour éviter de reproduire sur les futurs développements, sur les futurs modèles de montres, par exemple, les mêmes problèmes. Donc, ce qu'on voit après aussi dessous, c'est la bonne question n'est pas seulement pourquoi le problème est-il arrivé, parce que ça, elle vient naturellement à tout le monde, mais c'est aussi surtout,
pourquoi notre système n'a-t-il pas détecté plus vite la dérive? Parce que des fois, pourquoi un forêt s'use? On peut en parler pendant 50 ans. Par contre, pourquoi on n'a pas détecté qu'on a un forêt usé, qu'il faut l'enlever de la machine, qu'il faut le renvoyer à l'affûtage et qu'il faut remplacer par un neuf? Ça, on y répond des fois moins naturellement. Et puis la troisième question qu'on voit, c'est pourquoi notre système n'a-t-il pas empêché la répétition du défaut? Voilà. Donc on essaye en fait de façon méthodique à répondre aux 2 questions que vous voyez dans le rectangle vert en bas à droite. C'est un peu ça la philosophie. Alors maintenant, je vais vous parler de façon succincte, on n'aura pas le temps dans le temps qui nous est imparti de tout approfondir. L'ambition des slides qui arrivent, j'espère, c'est juste que vous y voyez un peu plus clair sur comment ces outils-là peuvent, s'imbriquer. Alors on va parler de QRQC, Quick Response Quality Control. Donc déjà, rien que le titre, c'est mettre en place en fait, une analyse du problème, très structurée pour répondre au plus vite. Alors on verra que c'est plutôt une revue des facteurs influents machine pour voir déjà si la machine, elle est réglée conformément aux standards. C'est-à-dire, je m'aperçois que j'ai une non-conformité parce que ma machine est déréglée. Je la règle, j'ai plus de problème. Donc le QRQC essaiera de comprendre pourquoi on n'a pas détecté la dérive plus tôt. Par contre, si j'ai réglé ma machine comme il faut et que j'ai toujours le problème, ça veut dire que je ne connais pas les causes du problème, qu'il y a un facteur influent qui est méconnu, qu'il faudra aller le rechercher avec une analyse de cause, on basculera plutôt sur du 8D. L'AIC, l'animation intervalle court, c'est plus global. Ça ne touche pas que la qualité, ça touche aussi les indicateurs qui sont en lien avec du délai, avec de la sécurité. On en parlera un peu plus tard. Alors, je vais d'abord aborder le QRQC. Le QRQC, globalement, c'est déjà de la détection. Donc, comment on détecte au plus vite des problèmes? Donc, si je prends un exemple, dans la chimie, et c'est du vécu, au lieu de détecter une fuite de chlore, c'est-à-dire j'ai un réacteur qui fait du chlore, je vais détecter une fuite de chlore. Le chlore, c'est très dangereux, il faut vite évacuer la zone, c'est mortel. Ben, ils se sont dit, c'est quoi la fuite de chlore? C'est la conséquence d'une paroi qui a été complètement attaquée, qui a été victime de corrosion. Donc ils se sont dit, ça serait peut-être mieux d'instrumenter la paroi avec des capteurs qui mesurent l'épaisseur. Et dès qu'on voit qu'on a une épaisseur qui réduit très rapidement par analyse de data, on sait qu'on a un pic de corrosion et on réagit en temps et en heure. Et quand la paroi arrive à une épaisseur minimale, on alerte la maintenance qu'il faudra finir un travail de platinage. Platinage, ça veut dire je vais découper la tôle, changer la tôle et la remplacer. Donc ça, c'est une logique QRQC, c'est-à-dire comment je peux détecter au plus tôt un problème, par analyse de data ou par observation sur la machine. Alors, c'est né où? C'est né chez Faurecia, c'est né chez Valeo. Ils ont commencé par des trucs tout simples. Des niveaux d'huile sur une machine qui étaient cachés derrière un capot métallique où il fallait enlever 4 vis. Ben, ils ont enlevé le capot métallique, ils ont remis un capot plexi, et comme ça, on pouvait voir le niveau d'huile à travers. Ça permettait à l'opérateur, au machiniste, de surveiller ça de façon systématique visuellement. Et puis aujourd'hui, ben, ils ont des capteurs qui vont mesurer le niveau d'huile et qui vont reporter sur le tableau de supervision. Parce que si vous dites à quelqu'un tous les jours, si c'est en fait, si c'est des choses qui dérivent vite, tu vas pas aller tous les jours, 3 fois par jour, te déplacer sur 500 mètres pour aller voir un niveau, on va finir par l'instrumenter. Donc le QRQC, il y a aussi la notion de on surveille des choses qui vont dériver très vite. Donc ça veut dire qu'il faut aussi d'abord caractériser les dérives. Mais on ne va pas s'amuser à instrumenter quelque chose ou le surveiller alors qu'il dérive tous les 5 ans. Et là, on demandera à la maintenance, par exemple, de faire tous les 2 ans une petite inspection pour voir si la pièce a bougé. Donc il y a tout ce travail en fait de caractériser les dérives sur une machine. Alors on peut le faire sur une machine, qu'on peut le faire sur un produit. Et c'est par exemple des choses qu'on propose aujourd'hui aux clients, hein. Quand vous prenez votre voiture aujourd'hui, vous avez un voyant qui vous dit attention, vos pneus sont dégonflés. C'est une logique QRQC, on nous facilite la vie. Au lieu qu'on regarde très régulièrement nos pneus pour voir si visuellement ils sont dégonflés ou pas, et si on a un doute, on va à la station, il y a un capteur qui nous informe, il y a un défaut de pression dans ton pneumatique. Il y a des capteurs qui nous informent, il y a un défaut sur tes plaquettes de frein. Ben, du coup, ils ont aussi intégré des logiques QRQC dans les produits au regard de comment le client va utiliser le produit et si ça dérive souvent. Et effectivement, la pression de pneumatique peut dériver souvent, il suffit qu'on prenne un petit choc
et on peut perdre une pression de pneumatique. Par contre, ils nous ont pas mis des capteurs dans la voiture pour nous dire: «Attention, le moteur des essuie-glaces est usé». Parce qu'un moteur d'essuie-glace a une durée de vie de 10 ans. Donc ils vont pas s'amuser à instrumenter des choses qui dérivent de façon, heu, très lente. Donc il y a la notion de détecter, d'aller voir très vite sur le terrain. C'est-à-dire on va pas rester dans une salle de réunion, à discuter de: «Je crois que c'est ça et moi je crois que c'est ça». On va automatiquement sur le terrain. Ensuite, il s'agit de sécuriser. Est-ce qu'on décide d'arrêter la machine? Est-ce qu'au regard du problème, on décide de faire tourner la machine à une vitesse plus faible? Parce que si elle tourne à vitesse plus faible, on n'a plus le problème. Donc très, très vite, on va prendre une liste de règles à appliquer sur la machine et tester pour très vite retrouver soit une solution pour travailler sur un régime, à moitié à vitesse, réduite, soit carrément devoir arrêter la machine parce qu'on n'a pas le choix. Mais vraiment, on arrête la machine en dernier recours. Ensuite, dans l'analyse, si vous regardez, c'est valider la conformité des facteurs influents. C'est-à-dire, on a une liste de facteurs influents sur la machine où il y a des standards dessus. On va déjà vérifier, est-ce que tous les standards sont appliqués sur la machine? Si tous les standards sont appliqués sur la machine et qu'on a encore le problème, ça veut dire qu'on ne connaît pas la cause et c'est là où il faudra basculer sur ce qu'on appelle, une méthode de résolution de problème type 8D. Voilà. Alors, l'objectif du QRQC, c'est ne pas laisser un problème s'installer ou se répéter ou devenir anormal. Alors, comment on met ça en place? Déjà, c'est détecter correctement les problèmes. Donc on parle des 3 réels, Genshi, Genbutsu. Difficile à dire. Si on le traduit, alors le Genba, vous connaissez peut-être, en japonais, ça veut dire aller sur le terrain. Le Genshi, c'est observer soi-même et Genbutsu, c'est la réalité des choses. Donc ça veut dire qu'on évite de dire: «Ah, j'ai entendu dire que, il y a quelqu'un qui m'a dit ça». On essaye de définir le problème, en étant autour de la pièce, en comparant des pièces bonnes avec des pièces mauvaises. La deuxième partie pour que le QRQC fonctionne, c'est établir la liste des facteurs influents à surveiller. Donc déjà, c'est lister les facteurs à surveiller. Donc il faut décortiquer le process pour identifier tous ces facteurs-là. Il faut aussi caractériser les dérives de ces facteurs-là. Donc ceux qui dérivent souvent seront ceux qui seront surveillés. Et pour chacun d'entre eux, c'est élaborer, valider des protocoles de mesure et rendre les contrôles accessibles, visuels, immédiats. Alors, il peut y avoir encore un peu d'inspection visuelle, mais aujourd'hui, avec tous les outils qu'on peut avoir, on privilégie aussi de la technologie. Donc, par exemple, quand vous êtes sur des lignes qui font des pots de yaourt, pour savoir si on a le poinçon qui va faire le thermoformage dans le pot de yaourt, est-ce que le poinçon est décentré par rapport au moule? Eh bien, on va comparer les épaisseurs de parois du pot, et si on voit qu'on a des épaisseurs de parois du pot qui sont en écart, on va conclure que on a le poinçon décentré. Donc l'analyse de data peut des fois nous permettre de détecter un problème technique. Et on va de plus en plus passer du QRQC qui est associé à de l'analyse de data. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut essayer de rendre les choses mesurables et d'être créatif. Il faut aussi définir la stratégie d'échantillonnage. Alors on parle de la règle du 1/5, c'est-à-dire que quand vous avez une dérive sur 1 heure, on va mesurer à peu près toutes les 10 minutes, c'est-à-dire on va faire 1/5 d'une heure pour mesurer avec une fréquence de temps qui permet de détecter la dérive. Et puis il y a aussi l'aptitude du système de mesure, des moyens de détection. Autre chose, surveillance et pilotage, ça va être l'acquisition des données, les calculs d'alerte, la communication et la supervision. Ça va être aussi élaborer des standards et des actions de sécurisation. Ça veut dire aussi des règles de réaction. Quand j'ai tel problème qui arrive, comment je réagis? On appelle troubleshooting en anglais, par exemple. Et il faudra aussi former les gens. On aura enfin la dernière partie, c'est construire les tableaux. Donc, construire les tableaux, c'est organiser les rituels de pilotage et structurer l'escalade. Vous allez voir un petit peu un petit exemple après derrière visuel. En résumé, le QRQC, c'est anticiper la détection des dérives et c'est agir de façon méthodique, systématique, sans paniquer, pour isoler les facteurs influents qui provoquent le problème et réagir au plus vite. Et tout ça, qu'est-ce que ça permet de faire? Ça réduit des arrêts machines. C'est-à-dire que ça va vous permettre de redémarrer vos machines plus vite. Le 8D, alors le 8D, la différence qu'il y a, c'est qu'on rajoute on a vérifié l'application des standards, ça suffit pas.
On a mis en place une sécurisation pour dire comment on sécurise chez le client les stocks, parce que des fois, on peut avoir des produits qui sont arrivés chez le client, il faut les mettre en quarantaine. Donc, c'est l'étape 2A que vous voyez qui est majeure, qui est de dire comment je gère ma crise qualité. Et généralement, sur du 8D, c'est aller jusqu'à chez le client. Donc, on va essayer d'isoler les stocks chez les fournisseurs, chez les clients. Et puis après, on va avoir une analyse de cause très technique qui s'appuie sur des Ishikawa pour identifier les facteurs influents qu'on ne connaît pas aujourd'hui et pour après les mettre sous contrôle. Alors, par contre, quand on aura fini le 8D, toutes les solutions qu'on va trouver dans le 8D vont venir alimenter la mise à jour des standards qui ensuite seront appliqués dans le QRQC. Et donc, ça va augmenter les routines de surveillance QRQC d'un point de vue des standards. Alors là, sur ce slide-là, c'est un peu un résumé de la complémentarité des deux. Donc le QRQC, il y a une notion de détection. Comment je détecte au plus vite et au mieux le plus tôt possible. Vérification des standards. Et si ça suffit, je remets tout au standard et je relance ma machine. Par contre, si j'ai tout remis au standard et que j'ai encore le problème, donc j'ai bien réglé ma machine, le problème est toujours là, ça veut dire que je ne connais pas la cause, je basculerai sur un 8D. Donc le QRQC, il n'y a pas de notion de groupe de résolution de problèmes. C'est quelque chose qui se fait de façon assez individuelle ou qui peut se faire en équipe réduite. Ça peut être un binôme de personnes qui vont aller sur la machine et vérifier l'ensemble des facteurs. Tandis que le 8D, il y a un groupe de résolution de problèmes. Alors il y a deux groupes. Il y a une première groupe de personnes qui va s'occuper de la sécurisation avec des ordonnanceurs, des logisticiens parfois, services qualité. Puis après, il y a un deuxième groupe de travail qui va être impliqué sur l'analyse de cause. Donc le QRQC, il y a une notion de vitesse. Le 8D, il y a une notion de robustesse. Et quand on fait bien des 8D, ça vient compléter la liste des choses à surveiller dans un QRQC. Ça veut dire que quoi qu'il arrive, ces deux méthodes sont liées, mais il faudra prévoir les effectifs pour les faire vivre. Parce que si on n'a pas assez de personnes pour aller faire des audits réguliers, si on n'a pas assez de personnes pour aller vérifier tous les facteurs sur une machine, c'est-à-dire s'il y a 50 facteurs à vérifier sur une machine, et c'est le cas dans les industries chimiques, il ne faut pas y aller tout seul, parce qu'on peut prendre 6 heures pour le faire. Il faut y aller à 5 ou 6 en simultané et être organisé pour dire en 45 minutes, on a vérifié les 25 facteurs. Vérifier un facteur, ça prend des fois 10 secondes. On regarde le niveau, il est bon, il n'est pas bon, et on passe au suivant. Ça veut dire aussi qu'il faudra instrumenter. Voilà, donc ce slide-là, il a l'ambition, je ne vais pas tout expliquer en détail, mais il a l'ambition d'essayer de montrer la complémentarité entre les deux outils. Puis maintenant, on passe au troisième, c'est l'animation de performance. Donc ça, vous avez le petit tableau QRQC. Donc ça, c'est un exemple qui était il y a quelques années, qu'on pouvait trouver dans des ateliers. Chaque fois qu'on fait une analyse de cause, on va utiliser ce tableau-là. Quand on a fini, on prend en photo, on efface et après, on fera une autre analyse de cause. Et ensuite, on remplit les fiches QRQC pour suivre les sujets. Et ce que vous voyez au milieu, c'est l'escalade. Donc, on peut avoir 3 rituels, une revue de quotidienne de performance sur la ligne, une revue quotidienne de performance sur l'atelier et une revue quotidienne de performance usine. Et donc, les sujets qu'on peut traiter à chaque niveau, on les traite. Et après, il peut y avoir des sujets qu'on n'arrive pas à traiter au niveau, qu'on escalade et qu'on remonte. Alors, par exemple, le 8D, l'idée de dire on va ouvrir un 8D peut se décider des fois sur un QRQC usine. Parce que plus bas, on n'a pas réussi à résoudre le problème, donc on a décidé d'ouvrir un 8D. Par contre, les fiches QRQC, comprendre pourquoi les facteurs ont dérivé, on ne s'en est pas rendu compte, vont être traitées plutôt localement au niveau des ateliers. L'animation de performance, c'est deux choses, c'est un visuel et une animation de qualité. Alors derrière, je vous ai mis un peu les gros facteurs clés de succès. C'est un chaînage multiniveau et une escalade structurée, je l'ai un peu évoqué avant. Niveau équipe, niveau responsable d'activité, niveau direction. Des fois, on n'a que 2 niveaux sur des petites entités. Quand vous voyez 5 niveaux, c'est qu'à la fin, les gens passent plus de temps à faire de la réunion qu'à être sur le terrain à agir. Donc, il faut aussi éviter des redites. C'est un peu l'écueil dans lequel sont tombées certaines sociétés. Ensuite, il y a un concept, c'est une maquette, un scénario et l'escalade de l'information. Alors, les points de vigilance, c'est la cadence. On ne va pas se réunir tous les jours si c'est pour faire des redites. Des fois, une réunion 3 fois par semaine,
une réunion par semaine peut suffire amplement. La réunion se fait debout, se fait pas dans une salle de réunion, elle se fait à proximité du terrain. Les rôles, il y a des animateurs, il y a des contributeurs. Et après, comment on remonte l'information? Les contributeurs participent. C'est pas juste une réunion descendante avec le chef d'équipe ou le manager de proximité parle et les opérateurs écoutent. La gestion des écarts se fait en temps réel et les réunions durent 15 à 30 minutes. Si c'est une réunion hebdomadaire, ça peut durer 30 minutes. Si c'est un point quotidien, ça peut durer 15 minutes. Si on commence à dire on fait des points de 5 minutes, en 5 minutes, on n'aura pas non plus le temps de traiter grand-chose. C'est pas la même chose que des points 5 minutes de transmission d'équipe. Vous avez l'équipe du matin qui échange rapidement avec l'équipe de nuit pour savoir qu'est-ce qu'il y a à surveiller. Ça, c'est des transmissions de consignes. C'est pas forcément la même chose. Le troisième point le plus important, c'est le leadership de l'animateur. Communication, posture physique, aisance orale, comment il mobilise et il renforce l'engagement de l'équipe, comment il crée des conditions pour que les gens aient envie de participer, comment il donne aussi du feedback aux personnes qui ont participé. Et donc, il faut aussi qu'à titre individuel, l'animateur regarde aussi comment lui, il peut renforcer son leadership. C'est-à-dire, comment il peut mieux capter l'attention des gens, pourquoi ils ont envie de l'écouter. Par exemple, est-ce qu'il ne va pas tout le temps, tous les jours, faire exactement, utiliser les mêmes phrases? Sinon, vous avez l'impression de tomber dans un rituel où tout le scénario est tellement le même que vous ne vous écoutez plus parce que votre cerveau s'est habitué aux mêmes phrases. Donc, changer d'intonation, des fois changer l'ordre du scénario, faire tourner certains sujets. On peut dire, par exemple, quand on fait des points hebdomadaires, toutes les semaines, il y a un sujet qui change et donc c'est des sujets qui sont évoqués une fois par mois et on a 4 sujets qui tournent chaque semaine. Ça permet de créer de la diversité dans le rituel. L'écueil de l'animation de performance, c'est que le rituel reste le même pendant 2 ans. Les gens viennent là de façon robotisée et n'écoutent plus. Et c'est valable pour beaucoup de réunions. Quand on commence à mettre des réunions de suivi systématique et que c'est toujours archi systématique, devant les gens s'ennuient parce que l'humain n'aime pas les habitudes, en fait. Donc si on enferme les gens dans des habitudes, on enferme l'humain, ça ne peut pas fonctionner. Donc il faut qu'il y ait un scénario, mais qui vive régulièrement et qui soit retravaillé. Par contre, ça ne veut pas dire qu'au nom de l'agilité, chaque semaine, mon scénario change tout le temps et j'ai plus de scénario. Il faut non plus tomber dans l'indiscipline du rituel. Pour finir, j'ai mis un petit slide avec les formations que l'ARIAC propose. Elles sont toutes les 3 en 2 jours, avec pas mal de pratiques. Donc, il y en a une, c'est sur le QRQC et déployer, animer la résolution de problèmes au quotidien, avec une notion d'immédiateté et de regarder comment je peux traiter vite des problèmes simples. Il y a après tout ce qui est méthode de résolution de problèmes, avec tout un travail sur l'analyse de cause. Qu'est-ce que c'est une bonne analyse de cause? Comment je pose les bonnes questions? C'est aussi dans le 8D, des fois, d'utiliser des datas pour aller vérifier certaines hypothèses sur des causes. Bon, des fois, sur des 8D, on ne peut pas juste faire, par bon sens, vérifier sur la machine. Ça demande des petits essais, des petits outils qualité qu'on rajoute dedans. Donc, c'est des outils plus complexes que ce qu'on a sur du QRQC. Et puis après, il y a une formation sur l'animation de performance à intervalles courts qui ne traite pas que des problèmes de fiabilité, qui traite aussi les aspects délais. C'est-à-dire que la performance, c'est à la fois la qualité, des délais, une sécurité. Les coûts, on n'en parle pas forcément. On ne va pas parler des coûts tous les jours. Par contre, on peut parler de la sécurité du personnel. On peut parler de la qualité des prestations fournies et des délais. Est-ce qu'on a respecté les engagements de délai vis-à-vis des clients? Donc, on aborde ces 3 thématiques-là dans cette formation. Pour ma part, j'ai plus de salive, j'ai assez parlé. Donc, j'attends vos questions et pendant que vous posez vos questions, moi, je vais récupérer un peu de salive. Voilà. Jean, on t'entend pas. Pardon, ça devrait mieux aller. Désolée. Donc, je disais, bah, merci Hervé, c'est un sujet vraiment très dense. Donc pendant que tu récupères un peu de salive, donc on regarde le chat, n'hésitez pas à mettre vos questions, hein, on est là pour ça. Du coup, moi je vais commencer, l'ouverture avec une petite question. Moi j'aime bien traiter de l'humain dans tout ça, hein, ça c'est un peu mon côté, comme ça. Moi ma question qui m'est venue, c'est, comment faire quand le problème vient de plusieurs services
pas forcément de un, puis ça découle sur les autres, mais de plusieurs. Du coup, la responsabilité est diluée et comment on fait pour que, bah, pour que quelqu'un se sente responsable? Bah, déjà, ça démarre aussi par les indicateurs qu'on met dans des entreprises. Parce que si on met des indicateurs, collectifs, ça va favoriser entre les personnes. Heu, C'est-à-dire que, par exemple, la responsabilité du TRS, hein, qu'on appelle la productivité d'un atelier, n'incombe pas que forcément au producteur ou au service méthode ou à la maintenance. Donc déjà, c'est comment on partage, de façon hiérarchique les indicateurs. Après, c'est la définition du problème. Si tout le monde dans une entreprise est formé à définir correctement un problème, on va déjà, isoler d'où il vient. C'est-à-dire quand on parle du QQO, QCPC, c'est quoi le problème? Qu'est-ce que c'est un défaut? Par exemple, quelqu'un l'autre jour me dit: «Oui, ma lame de rasoir, elle est pas bonne». Qu'est-ce qu'a fait Gillette? Pour définir qu'est-ce que c'est une lame de rasoir qui est pas bonne, il a expliqué que il a défini qu'une lame de rasoir avec laquelle on met plus de 2 minutes pour se raser est considérée comme non conforme. Parce que sinon, on peut, avec une lame de rasoir très usée, mettre une journée à se raser. On pourrait dire: «Bah, regardez, vous êtes rasé». Donc à un moment, il faut être clair sur qu'est-ce que c'est le défaut déjà. Ensuite, où est-ce qu'est le défaut? Qui l'a provoqué? Quand on dit qui l'a provoqué, on ne part pas du principe que les gens l'ont fait exprès. Donc si on cherche le coupable et là, on fait la chasse aux sorcières et on cherche la faute à qui, ça marche pas. Et des fois, malheureusement, c'est plus le management qui cherche le coupable plutôt que les opérateurs sur le terrain entre eux. Donc si on commence à chercher, à dire à quelqu'un: «Raconte-nous qu'est-ce qui s'est passé», sans que les gens aient la peur de la sanction, ça va être beaucoup moins opaque et donc ils vont dire la réalité des choses. Mais s'il y a une peur de la sanction dans une entreprise, les gens vont cacher des choses et vont pas dire toutes les causes. Et du coup, on n'aura pas le bon scénario de départ sur la définition du problème et on n'aura pas la bonne analyse de cause. Donc il y a ce climat-là à créer. Puis après, il faut que, quand c'est un voisin qui a commis une erreur, il ne faut pas s'en réjouir parce que demain, ça peut être nous. Voilà, parce qu'en fait, c'est comme dans une équipe de foot, hein. J'ai un collègue qui rate une passe, c'est toute l'équipe, qui en subit, les conséquences. Donc, moi, quand je joue au foot, j'avais un collègue qui ratait une passe, l'entraîneur disait: «Tu encourages ton collègue et tu dis: "La prochaine sera la bonne passe"». Mais tu te dis pas intérieurement: «Ah, il a raté une passe, aujourd'hui je joue mieux que lui». Ce qu'on peut voir des fois dans certaines équipes malheureusement. Donc c'est la même, il y a tout cet aspect-là et ça, c'est le management qui, par exemplarité, doit développer cet état d'esprit-là et qui doit aussi montrer les gens qui ont cet état d'esprit-là, pour dire: «Soyez comme eux». Parce que si vous avez des gens qui sont individualistes et qui essayent à chaque fois de dire: «Je vais renvoyer le problème sur un autre», malgré le fait qu'on ait décortiqué le problème techniquement, ils vont quand même essayer de le renvoyer. Ben là, il faut rappeler des règles de comportement. Après, c'est difficile de répondre de façon très courte sur ce sujet-là, mais c'est les premières choses qui me viennent. Ouais, c'est clair, c'est encore une fois, c'est dense, hein, toutes ces problématiques. On a une question, d'Emery, qui sont vraiment sur les formations de l'ARIAC. Les formations sont-elles possibles en intra-entreprise pour un petit groupe? Et est-ce que le prix est différent? Alors, les formations, elles sont possibles en intra, même la plupart du temps, ces formations-là, on les fait en intra, ce qui permet aussi d'adapter les exemples et d'aller sur le terrain traiter des vrais cas. Et après, oui, on a des prix à la journée, pour 7 personnes et puis après au-delà, c'est un prix un peu différent, mais bien sûr et on fait beaucoup plus de formations en intra sur ces sujets-là qu'en inter. Et puis l'intérêt du formateur aussi, c'est qu'il a un travail d'adaptation avec les exemples. Donc on peut aussi adapter les supports avec des exemples, par exemple, tout ce qui est animation de performance, on ne fera pas la même chose dans une industrie horlogère, aéronautique, automobile ou, pharmaceutique. Puis ça dépend de la taille. Est-ce que c'est une start-up? Est-ce que c'est une entreprise de taille intermédiaire? On adaptera la structuration pour pas que les gens aient l'impression de passer plus de temps en réunion qu'à agir sur le terrain. Voilà. OK, je pense que ça répond très bien à la question. Donc on vous invite, de contacter, l'ARIAC, hein, pour si vous avez besoin de formation pour votre entreprise. Une autre petite question, entre 8D et QRQC, lequel faudrait-il mettre en place en premier? Bah, c'est du QRQC puisque le QRQC, ça permet un peu de mettre des standards très propres sur les machines. Donc si je vous prends l'exemple, sur des lignes de yaourt, donc une ligne de yaourt, on prend un rouleau de feuilles,
On chauffe un rond, après on va repousser la matière plastique dans un moule. Et ben, ils vont mettre d'abord, est-ce que la température de chauffe est conforme ou pas? Donc de temps en temps, ils mettent une caméra thermique sur la machine une fois par mois pour regarder entre la température de consigne et la chauffe réelle, est-ce qu'on n'est pas en écart? Ils ont mis des mesures systématiques, pour regarder, la dérive, l'épaisseur de feuille, elle va être mesurée avec un laser pour regarder est-ce que derrière elle est conforme ou pas? Parce qu'un rouleau de feuilles de 4 kilomètres, le service qualité peut pas le dérouler pour tout contrôler. Donc en fait, on travaille d'abord sur ça, on met des standards sur les choses qui peuvent dériver, peut-être les 5 ou 6 choses qui dérivent le plus, on commence par ça. Parce que si on fait pas ça, on a plein de 8D qui s'ouvrent et quand on fait l'analyse du 8D, on s'aperçoit que: «Ah, ça c'était pas conforme. Ah, ça c'était pas conforme au standard. Ah, ça c'était pas conforme au standard». Donc autant d'abord faire du QRQC pour éviter à chaque fois qu'on fasse une analyse de cause avec des experts, s'apercevoir que on a fait venir un expert de Paris ou de Lausanne ou de Zurich pour s'apercevoir qu'en fait, on a mal réglé la machine. Donc c'est un peu dommage, hein, parce qu'on a fait déplacer quelqu'un pour rien. Donc on commence d'abord par ça, en fait. Comme disaient les Japonais, d'abord un standard. S'il y a pas de standard, il y a pas de référence, on peut même pas décider s'il y a une non-conformité ou pas. Voilà, donc c'est ça Je l'idée, en pense fait. ouais, je pense c'est assez clair. Bah, je vous propose on a plus de questions et on arrive déjà à la fin de ce webinaire, donc ça a été très, très vite. Encore une fois, le sujet est dense, donc c'est difficile d'en parler en si peu de temps. Mais je pense qu'on a déjà un début de réponse. Donc bah, moi, je voulais tous et toutes vous remercier de votre participation à ce webinaire. Et puis, j'espère que vous avez eu des débuts de réponse, comme je le disais. Vous pouvez évidemment continuer, si vous voulez aller plus loin là-dedans, bah, évidemment contacter l'ARIAC. Également aussi, je vous invite toujours à vous rendre sur le site de JobWatch, que ce soit pour découvrir les formations et de l'ARIAC et de nos autres partenaires. Ou même postuler à des annonces pour votre vie professionnelle. Voilà, je cherche un peu mes mots, désolée. Et ben, j'espère que tout s'est bien passé pour vous. Et moi, je vous dis à très bientôt pour un nouveau webinaire qui sera le mois prochain. Vous en saurez plus par email. Donc, nous, on va vous envoyer la semaine prochaine le replay de celui-ci. Voilà, merci Hervé. Merci Ben, beaucoup. merci à tous, pour, avoir participé, puis être restés attentifs. Voilà, c'est vrai que c'est des formats où ça laisse pas forcément les gens le temps de poser des questions de façon plus mais c'est une, il y avait du monde, c'était intéressant de voir que c'est des sujets qui intéressent, un certain nombre de personnes. Voilà. Tout à fait, Je vous peut-être souhaite le une belle sujet. après-midi à tous. Merci beaucoup Hervé, merci à tous et bon appétit. Au revoir. Merci, au revoir.